Bonjour à tous, nous voici partis pour une nouvelle vidéo, la deuxième sur cette série du Moyen-Orient et de la situation entre Israël, ses voisins et les Palestiniens. Après la première vidéo que je vous invite à aller regarder sur les différents acteurs, ici je vais essayer de vous montrer le contexte historique, tout ce qui a mené à la situation d'aujourd'hui, afin de mieux la comprendre. Je rappelle que dans la troisième vidéo, je parlerai de ce qui s'est passé depuis il y a un an, donc ce que je considère dans l'actualité. Donc tout d'abord, nous allons essayer de commencer par ce qu'il y avait avant. Alors avant quand j'aimerais qu'on commence sur Jérusalem, qui est la ville trois fois sainte. Trois fois sainte, pourquoi? Pourquoi on utilise cette expression? Car Israël, enfin, le territoire palestinien, israélien, est le berceau des trois grandes religions monothéistes que l'on a pu connaître et que l'on connaît encore, qui ont rythmé, j'ai envie de dire, toute notre histoire, surtout nous en tant qu'Européens. Donc c'est de là que viennent la religion chrétienne, juive et de l'islam. C'est donc Jérusalem, la ville trois fois sainte, où des recueillements peuvent avoir lieu par l'ensemble des communautés, ce qui en fait un point de tension, bien évidemment. Ce territoire va être occupé notamment le- par l'Empire ottoman, l'ancêtre de la Turquie, et suite à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, ce territoire va être scindé en plusieurs morceaux par les Alliés. Donc il va y avoir la Turquie qui va naître, euh, qui va être officiellement établie dans les années 20, et on va trouver différents découpages euh, proposés, et celui qui va être retenu, c'est l'actuel Liban et l'actuelle Syrie qui vont être sous protectorat, sous mandat français, et le territoire qui s'appelait la Palestine à l'époque, ainsi que la Jordanie, vont être sous mandat anglais. Euh, de, donc, le but étant non pas d'en faire des colonies comme ils peuvent avoir ailleurs dans le monde, mais de aider ces pays à se développer tout en prenant des richesses aussi, euh, et les amener à une transition vers leur propre État. Le problème que va avoir le, le Royaume-Uni face à cette province, c'est qu'elle est à la fois demandée par les communautés juives, par les communautés euh, musulmanes, un peu par les communautés chrétiennes, et qu'il y a plusieurs ethnies qui y vivent. Alors même si au niveau de l'ethnie, on y trouve surtout euh, des Arabes, mais il y a quelques juifs européens qui y ont trouvé refuge. Même si voilà, la plupart des musulmans et des juifs sont vraiment de l'ethnie arabe euh, et vivent sur ces terres depuis longtemps. Suite à la Seconde Guerre mondiale et au massacre nazi, sur lequel je ne reviendrai pas, un plan de partage de la Palestine va être proposé par l'ONU. Pourquoi? Parce que on estime qu'il faut un pays pour les Juifs. Et on veut leur donner la région d'où ils viennent, d'après les textes sacrés, la Palestine, qui va devenir Israël. Donc là, je vous ai mis le plan de partage de l'ONU que vous pouvez voir. Sauf que ce plan de partage ne va jamais être réellement appliqué. Et le 14 mai 1948, l'État d'Israël est officiellement proclamé. Sur cette carte, la seconde là, que j'entoure, on peut voir où étaient installés les Juifs euh, à la fin de 1947.
Donc c'est aussi bien des juifs arabes que quelques juifs européens. Même si c'est à partir de la déclaration officielle de l'État d'Israël que va commencer vraiment l'arrivée des juifs européens, quelques juifs américains, mais on reste surtout sur ceux qui viennent d'Europe, les rescapés de la Shoah. Euh, suite à la déclaration et à la proclamation de l'État d'Israël, l'ensemble des États arabes autour vont déclarer la guerre à Israël naissant dès le lendemain. Et déjà, il va y avoir de grandes manifestations des Palestiniens, mais voilà, les pays arabes n'en voulaient pas de ce territoire et vont déclarer la guerre. Et donc, le plan de partage de l'ONU, c'est ça, pour Israël. On voit que c'est à peu près des zones où ils étaient présents, même s'il y a des différences. Mais surtout, Israël va être attaqué donc par tous ses voisins, Liban, Syrie, Transjordanie, c'est le pays le nom du pays à l'époque, et l'Égypte. Et en fait, Israël va réussir à prendre tout ce territoire. L'ensemble du territoire va être pris par Israël, quasiment, pardon, j'ai fait une faute, puisqu'il y a juste une partie de ce qui est aujourd'hui la Cisjordanie qui va être récupérée par les Israéliens. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie de ce qui devait être donné à l'État arabe qui va être récupérée par Israël. On le voit donc dans cette carte où donc on voit les différentes attaques, mais le tracé final. Donc là, c'est juste pour vous montrer les différents pays qui attaquent et les mouvements de force. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. On voit là, en violet, les premières limites du premier État d'Israël, quand il était proclamé. Et donc, on va arriver au final à ceci. Donc, c'est la carte après-guerre, et on peut voir que donc Israël a réussi à récupérer toute cette partie où elle n'était censée avoir qu'un petit bout de ce désert, donc, et qu'elle a récupéré aussi un grand bout de territoire qui ne lui était pas donné. Donc là, on voit que ça, c'était censé être à elle, mais que ces régions-là sont toutes récupérées à ce qui devait être donné aux musulmans arabes. Alors je dis musulmans, mais les premiers mouvements palestiniens indépendantistes vont être laïcs. Et l'Égypte va récupérer la bande de Gaza et la Transjordanie va prendre toute cette partie de la Cisjordanie. Donc en fait, les pays arabes qui devaient protéger l'État de Palestine ne vont faire que de réduire cet État. Bon, il va y avoir de nombreuses tensions, de nombreux affrontements, je ne vais pas pouvoir passer sur tout, je suis désolé, mais pour un peu vous montrer l'état d'esprit de l'histoire et l'évolution de certaines frontières, maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse en 1967 à la guerre des 6 jours. C'est principalement l'Égypte qui attaque par surprise Israël. Et Israël, avec sa force de frappe incroyable, pour l'époque, personne ne s'attend avec ce pays si fort, arrive à résister au pays qui était devenu l'Égypte. L'Égypte qui était devenu très fort, notamment parce qu'ils avaient gagné une très grande bataille diplomatique, pas tant militaire, mais surtout diplomatique, avec la nationalisation du canal de Suez, qui les avait très enrichis et qui avait pu créer une forte armée. Et donc, toute cette partie, qui s'appelle le Sinaï, va être prise par Israël en retour de l'attaque qui avait été faite. Ils vont aussi récupérer Gaza, ils vont en profiter pour reprendre Gaza. Il va y avoir quelques conflits, notamment des fois des échanges de tirs avec la Syrie, parce que la Syrie est un grand allié de l'Égypte à l'époque. Et donc toute cette partie va être récupérée par Israël. Il va y avoir un mur qui va être tracé ici pour éviter que l'Égypte ne rattaque. Ce qui va être Israël, puisque voilà, cette partie est annexée et devient
Israël, le territoire israélien. En 1973 va se déclarer la guerre du Kippour, euh, avec une nouvelle fois une attaque de la Syrie et de l'Égypte. La Syrie va perdre du territoire, les forces israéliennes vont arriver à 20 km de Damas. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir l'évolution de l'Égypte, surtout, car on va atterrir à des accords de paix. Alors, l'Égypte va réussir quand même à détruire cette ligne, là-bas, la ligne Bar-Lev. Et en 1979 va être fait un traité entre l'Égypte et Israël. L'Égypte va récupérer le Sinaï, le Golan, et la frontière va être tracée, je trace approximativement ici, comme elle l'était avant. Israël va garder Gaza par contre, mais l'Égypte va avoir tout ça de libre, alors qu'ils ont perdu la guerre. Mais pourquoi? Parce qu'ils acceptent de ne plus envahir Israël et même d'améliorer leur relation avec Israël, ce qui va les mettre un peu au banc de la Ligue arabe, qui est fervent soutien de la cause palestinienne. Mais voilà, pour l'Égypte, qui va donc... Alors, on ne peut pas dire qu'elle va devenir un allié d'Israël, mais elle va ne plus du tout être un ennemi, améliorer ses relations aussi avec l'Occident. Et donc l'Égypte va aussi laisser beaucoup de navires en destination d'Israël passer par le canal de Suez. Je vais faire un petit rétropédalage pour parler de Septembre Noir en 1970. Là, j'aimerais montrer les problématiques qu'il y a entre les Arabes et les Palestiniens. Pourquoi? Parce que la Jordanie, la Transjordanie, ou Jordanie, puisqu'elle peut s'appeler Jordanie à partir de cette époque, qui occupe une partie du territoire palestinien qui était censé être donné aux Palestiniens, comme je vous ai montré, va être attaquée par l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, et ça va être donc Septembre Noir, où de très violentes attaques terroristes vont être menées par l'OLP contre la Jordanie. L'OLP va en profiter aussi pour mener des attaques contre Israël, bien évidemment, mais accuse la Jordanie d'être alliée d'Israël, et la Jordanie de finalement contrôler la population palestinienne, de la surveiller pour éviter qu'elle ne frappe trop Israël. Donc ça va provoquer une grande migration de beaucoup de Palestiniens vers le Liban, qui vont être chassés de Jordanie. Ça va mener à une guerre au Liban, qui n'est pas très très intéressante dans la vidéo actuelle, donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas en parler, pour essayer d'aller à l'essentiel. J'essaie de m'améliorer vidéo après vidéo. Ça va mener aussi à une attaque terroriste contre le premier ministre jordanien, qui va être tué en 1971. Et comme je vous ai dit, l'OLP frappe la Jordanie, il frappe aussi Israël avec les attentats aux Jeux Olympiques de Munich en 1972, où la délégation israélienne va être décimée par une attaque de la part de l'OLP. Il va y avoir une forte répression de l'OLP, que ce soit en Israël ou en Jordanie. Forcément, l'organisation va être affaiblie, mais elle trouve différents alliés dans le monde arabe où elle peut établir des bureaux et bien s'organiser pour finalement être une sorte de mini-État sans territoire, mais une vraie organisation de la résistance. Chacun en fait son opinion, mais c'est comparable à ce qui se passait par exemple avec l'organisation, en tout cas est comparable avec ce qui se passait avec la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Les actions, selon le point de vue de chacun, là je laisse chacun voir comme il le souhaite, les actions plus ou moins terroristes peuvent être différentes. Voilà, je l'ai dit, je laisse chacun se faire son propre opinion sur la chose. J'essaye de ne pas influencer et de rester neutre. Mais voilà, l'organisation en tout cas se développe vraiment comme un État avec une sorte de gouvernement provisoire. On peut parler aussi dans les différentes tentatives de révolution qui vont apparaître
L'intifada en 1987, la première intifada, c'est vraiment, ça permet vraiment de montrer que la haine nourrit la haine d'un camp va nourrir la haine d'un autre camp qui va monter encore plus la haine. Par exemple, un Israélien va être poignardé par un Palestinien. Euh, Ceci ressemble juste, entre guillemets, à un fait divers. Sauf que il va y avoir une réponse. Alors, c'est sûrement un parent de l'Israélien qui aurait fait cette attaque, même si c'est pas sûr. En tout cas, le but serait de venger cet Israélien et il va donc tuer avec une voiture 4 Palestiniens. De grandes manifestations très violentes avec jet de cocktails Molotov et de pavés vont avoir lieu dans tout le pays. Et donc Israël va mener une forte répression, et que ce soit sur son territoire contre les manifestants ou aussi par des interventions militaires à Gaza. Donc voilà, c'est vraiment de la haine qui nourrit la haine, et un simple fait divers, que ce soit d'un camp ou d'un autre, peut faire totalement dérailler la région. Car à chaque fois la question se pose des autres acteurs que je vous ai présentés la dernière fois, quelle va être leur position vis-à-vis de ce qui se passe. Euh, Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les accords d'Oslo, qui sont les accords qui ont fait que l'on a cru à une évolution de ce conflit, à une amélioration des relations entre les deux. Donc ça va être un accord entre le Premier ministre israélien Rabin, le chef de l'Organisation de libération de la Palestine et de ce qui va être l'autorité palestinienne, Yasser Arafat. Tout ça en Norvège, à Oslo, et fait par le président américain Clinton en 1993. Cet accord dit que il va y avoir le retrait des Israéliens de Cisjordanie, en tout cas d'une forte partie de la Cisjordanie, et un retrait partiel de Gaza. En échange, Yasser Arafat s'engage à ne plus mener d'actions violentes contre Israël. Ainsi, une solution à deux États est envisagée, à deux États qui pourraient vivre en paix. Euh, Tout le monde se doute qu'il risque d'avoir quelques heurts, mais voilà, un vrai pas est franchi avec le dirigeant israélien qui serre la main d'un euh, de l'autorité palestinienne. C'est vraiment une première. Le problème, c'est que Rabin va être assassiné et Arafat vite contesté. Il va y avoir les accords de Tsuba. Alors, les accords de Tsuba, c'est pour mettre en pratique ce qui a été décidé à Oslo. Et le problème, c'est que ils ne vont pas s'entendre sur plusieurs questions. Le partage de Jérusalem, ou notamment à quelques mètres, on a le mur des lamentations, un lieu euh, très important pour les juifs, et la place des mosquées, très important dans l'islam. Et ça va poser un très grand nombre de problèmes, cette zone. De plus, quelques territoires à Gaza ne vont pas être totalement... euh, quelques points sur Gaza ne vont pas être totalement éclaircis. Il ne va pas y avoir un accord total, mais ce n'est pas le plus important, parce que le plus important donc, est Jérusalem et les territoires de Cisjordanie avec certains couloirs que l'on peut voir ici, que l'on peut voir ici, 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 qui seraient réservés aux Israéliens. Donc ça serait de vrais territoires sous occupation, enfin sous occupation, pardon, le mot est mal choisi. Ce serait de vrais territoires de, de la Palestine, de l'autorité palestinienne, mais sur lequel Israël garderait des droits, et donc qui souhaitait ces passages pour que les routes empruntées par les Israéliens vivant sur ces territoires soient, donc sur ces territoires-ci, soient sécurisés par eux pour pouvoir rejoindre donc Jérusalem ou le reste d'Israël. On va voir aussi quelques problèmes donc là pour Gaza, et donc bien sûr la ville de Jérusalem dont je vous ai parlé.
Ces problèmes vont mener au fait qu'il n'y aura finalement aucun accord. Et entre 2000 et 2005, on va avoir une vague d'attentats massifs contre Israël, ce qui va déboucher à des accords euh, plus ou moins écrits, mais on va avoir le retrait de la part d'Israël de ses troupes de Gaza en 2005. Donc Israël va partir totalement de Gaza. Et par contre, ils vont y mettre un mur, tout comme plusieurs murs vers Jérusalem et le fameux blocus. Ici, la surveillance de la frontière. Et donc, comme je vous ai dit, normalement avec la Jordanie et l'Égypte, Israël s'entend plutôt bien après coup. Donc voici pour cette vague d'attentats. Cette vague d'attentats et ce désengagement de Gaza va mener à une bataille. La bataille de Gaza en 2007, qui va se dérouler entre le Fatah, qui est le parti laïque, qui est l'héritier majoritaire de l'Organisation de libération de la Palestine, et qui est le parti de Yasser Arafat, et qui est celui qui est au pouvoir et qui contrôle l'autorité palestinienne, et le Hamas. Le Hamas, lui, qui est plus allié avec l'Iran et qui souhaite mettre en place un vrai État islamique à Gaza et sur la Cisjordanie. Et donc, suite à des élections législatives, une vraie bataille, on ne sait pas vraiment ce qui a pu se passer aux élections législatives, truquées ou pas, quel bon résultat. En tout cas, il va y avoir une bataille dans Gaza et le Hamas va chasser l'ensemble des membres du Fatah, qui vont se réfugier en Cisjordanie. Donc la Cisjordanie va rester dominée par le Fatah et l'autorité palestinienne, alors que Gaza va être dominée par le Hamas. Pourquoi je dis dominée? Parce que l'un comme l'autre, aucun ne va faire de vraies élections. Une question va se poser aussi pour les Arabes juifs, athées et chrétiens qui se trouvent à Gaza, qui vont eux aussi partir en Cisjordanie. Et donc il va y avoir une vraie rivalité entre le Hamas de Gaza et l'autorité palestinienne qui est dominée par le Fatah en Cisjordanie pour pouvoir incarner la cause palestinienne par la méthode. Le Hamas souhaite la destruction totale d'Israël. Le Fatah ne la souhaite plus, il souhaite des accords. Et il va y avoir aussi un point de conflit sur la religion entre le Fatah, qui est laïque, qui accueille des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées palestiniens, et le Hamas, qui lui souhaite mettre en place un État qui respecte la charia, la loi islamique. Je vais continuer, plus pour longtemps, mais je vais continuer sur la situation au Liban, parce qu'on en parle beaucoup, et donc ça sera utile s'il y a ces bases qui sont mises pour la prochaine vidéo. En 2006, c'est le Hezbollah, qui est le parti libanais que je vous ai présenté la dernière fois, lance une série d'attaques. Donc le Hezbollah qui fait partie du sud du Liban, parce qu'ils avaient réussi à exterminer une armée qui s'était montée. Hop, pourquoi le crayon ne fonctionne plus? Excusez-moi, problème pendant la vidéo. Voilà, bon, ok. Donc, le Hezbollah va prendre cette place. Ils vont essayer d'être présents ici à Beyrouth. Et ils vont posséder beaucoup de roquettes qui vont être tirées sur Israël. Et des forces spéciales qui vont être envoyées pour faire des attentats dans cette zone. Donc Israël va vouloir se venger et va lancer une invasion
du Liban. Donc là, j'ai pas besoin de refaire le contour de la zone de conflit, ainsi qu'un blocus. Bombarder Beyrouth et l'autoroute. Pourquoi? Parce que la Syrie ainsi que l'Iran peuvent aider leurs alliés du Hezbollah pour prendre le contrôle sur le Liban, c'est ce qu'ils souhaitent, mais aussi pour lutter contre Israël. Donc, Israël souhaite bloquer les arrivées d'armes et de moyens, alors financiers maintenant, ça passait déjà par Internet, mais voilà, au moins les armes ne peuvent pas arriver. Une solution va être trouvée, des casques bleus vont être déployés tout le long de la frontière. Alors il va y avoir un cessez-le-feu qui va être mis en place. Des fois il ne va pas être totalement respecté, mais les casques bleus vont lutter pour. Le blocus va être arrêté, fin du blocus, et les accords prévoient que Israël donc revient dans ses frontières et que le Liban, l'armée doit revenir ici, occuper ce qui était occupé par le Hezbollah et désarmer le Hezbollah. Le problème, c'est que le Hezbollah, étant trop puissant, ne va jamais être désarmé. Il est trop puissant, que ce soit politiquement ou militairement. Et donc le Hezbollah va mener plusieurs attaques contre des casques bleus qui se trouvent dans la zone, les casques bleus de l'ONU. Il va y avoir plusieurs morts à cause du Hezbollah. En 2021, je termine par là pour faire une situation un peu récente par rapport à ce dont je vais vous parler. En 2021, il y a pu y avoir différents problèmes, notamment à la place dont je vous ai parlé, avec la place des mosquées et le mur de lamentation, de nombreuses émeutes et des tirs de roquettes entre Gaza et surtout sur Tel Aviv, et Israël qui va répliquer. La Cisjordanie va essayer d'être tranquille, il va y avoir quelques infiltrations parfois dans des camps ou des zones prises par les Palestiniens. Alors des fois parce qu'il y a quand même des membres du Hamas en Cisjordanie, et puis des fois il y a des terroristes aussi autres qui se trouvent dans les immeubles cisjordaniens. Donc campagne de frappe, de roquettes et de missiles. Voici donc quelques cartes pour que vous puissiez voir à peu près l'évolution afin de terminer cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura été instructive. Le 3 volet arrivera très bientôt sur la situation depuis il y a un an. N'hésitez pas à me faire des retours pour quoi que ce soit, si jamais il y a un problème technique, si le micro est mauvais, si l'image n'est pas bonne, ou si vous avez des choses meilleures à me proposer pour m'améliorer. Je cherche à essayer de faire de mon mieux, et j'essaierai de m'améliorer si vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Merci pour le visionnage, excusez-moi encore une fois, c'est assez long, et à la prochaine vidéo.